Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir. Nous allons faire ce soir au cours de ce grand dialogue qui est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique financé par l'USAID, l'état des lieux du transfert des compétences et des ressources aux collectivités après 20 ans de décentralisation. Et nos invités sont Mme Zallé Mamakone de la Direction générale des collectivités territoriales, Amadou Koulibaly de l'Agence nationale pour l'investissement des collectivités territoriales ANICT et Sirandou Soumaré de la mairie de la commune 4. Je suis Mouhamadou Touré, bienvenue à tous. Le grand dialogue. Première question à vous, Madame Zallé Mamakone de la Direction générale des collectivités territoriales. Aujourd'hui, quand on parle de décentralisation, quel est le modèle choisi par le Mali? Le modèle de décentralisation, aujourd'hui en République du Mali, c'est à travers les 761 collectivités créées depuis 1999, dont 703 communes et 49 serres plus le district de Bamako. Donc, 761 constituent les collectivités depuis l'avènement de 1991 en nos jours. Donc, les collectivités réelles et opérationnelles aujourd'hui. Bien entendu, il y a eu de nouvelles créations, mais ces créations ne sont pas toutes opérationnelles, donc on ne peut pas les prendre en compte. Donc, de leur création à maintenant, ces collectivités ont bénéficié des appuis du programme d'appui aux collectivités territoriales, le PNACT, qui a été décliné en 3 phases. La première phase, c'était l'appui, c'était pour permettre aux communes nouvellement créées alors, de faire leur assise. Donc, pendant ces 5 ans, ce financement continuait et il y a eu une évaluation en fait de 2000 à 2004 qui a prouvé que réellement les communes ont pu tenir. Donc la deuxième phase par la suite a continué de 2005 à 2010. Et ça c'était pour les permettre vraiment de créer la confiance entre les collectivités et les populations. Et la dernière phase, c'est de 2010 à 2014. Donc, tous ceux-ci sont inscrits dans notre plan et dans notre document cadre de politique nationale de décentralisation qui est le DPND. Oui. Alors, Madame Sirandou Soumaré, est-ce que la décentralisation au Mali elle est effective aujourd'hui, selon votre constat? Bon, je vous remercie de m'avoir invité à ce débat. Je crois que la décentralisation, même si elle est effective par rapport à certains domaines, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'environnement et l'habitat. Donc le transfert est effectif, mais ce n'est pas accompagné des ressources. Donc si les ressources n'accompagnent le transfert de compétences, donc vous voyez que ça n'aura pas d'impact au niveau du développement des collectivités. Donc il y a un transfert de compétences au niveau de ces 4-là, mais il n'y a pas d'accompagnement des ressources financières. Donc on est à peu près à 17 à 16%, alors que ça devrait être 30%. Donc vous comprenez bien. Donc le transfert est là, mais il n'y a pas d'accompagnement au niveau des ressources financières. D'accord. C'est vous qui êtes chargé de cela, M. Amadou Koulibaly, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Pourquoi les finances n'accompagnent pas ce transfert, comme le souligne Mme Koulibaly? Mme Soumaré, plutôt. Merci, M. Touré. Alors, je salue nos auditeurs, les auditeurs de Studio Tamani, bien entendu.
Alors, je fais comme si je suis le studio Tamani, quoi. Oui, voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit nos auditeurs et nos aussi. téléspectateurs. Tout à fait. Voilà. Donc, après ces salutations, petit rectificatif, vous dites que c'est nous qui sommes chargés de transférer les ressources financières. Non, l'ANICT n'est pas chargée de transférer les ressources financières. D'accord. Les ressources appartiennent à l'État. Alors, c'est l'État qui transfère et les compétences et les ressources correspondantes. Le rôle de l'ANICT, c'est que l'ANICT est un outil qui appartient aux collectivités territoriales, dont le rôle est de recevoir. Donc, nous, on ne transfère pas, nous recevons d'abord. Après la réception, maintenant, on procède au transfert. Et ce transfert se fait surtout dans le cadre de l'investissement. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons un fonds au niveau de l'ANICT. L'ANICT ne génère pas de fonds, elle reçoit des fonds. Donc, nous avons un fonds qui est appelé Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Alors, ce fonds a 5 guichets. Il y a un guichet dotation d'investissement, il y a un guichet dotation pour les appuis techniques, un guichet dotation pour l'appui au fonctionnement des collectivités territoriales, un guichet dotation d'intercollectivité et un guichet garantie aux emprunts des collectivités territoriales. Voici les 5 guichets. Mais l'ANICT n'a pas à son niveau des ressources ex nihilo, comme on le dit, mais l'ANICT reçoit de l'État et des partenaires financiers des ressources qu'elle doit transférer aux collectivités territoriales. Voilà. Bon, il y a des choses à détailler. Et plus tard, on va rentrer dans ça. D'accord, mais Merci. tout de suite, Mme Soumaré disait que les collectivités ont un problème de ressources financières aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pourquoi ces collectivités ont ces problèmes? Oui, les collectivités ont des problèmes de ressources financières, mais il faut qu'on place les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que le transfert des ressources ne saurait se limiter à la question de l'ANICT. Est-ce que vous comprenez? Parce que les ressources ne sont pas à l'ANICT, les ressources viennent de l'État et surtout des ministères sectoriels de l'État. C'est-à-dire là où il y a eu transfert de compétences, les ressources correspondantes doivent être transférées à l'ANICT pour gérer ces charges au niveau des collectivités territoriales. Donc vous voulez dire que c'est l'État qui n'a pas fourni les ressources financières au gouvernement aujourd'hui? Exactement. C'est l'État qui n'a pas transféré les ressources correspondantes aux compétences transférées aux collectivités territoriales. D'accord. Voilà. Alors, Mme Zalé Mamakone, connaissez-vous les raisons pour lesquelles ces ressources financières ne sont pas encore mises à la disposition de l'ANICT pour qu'elles soient transférées aux collectivités? C'est naturel, c'est des questions de trésorerie. Tout le monde connaît la situation actuelle du pays, l'état du trésor public. Sinon, la gouvernementé est là. Le collègue du ministère des Finances est au courant qu'il était question que l'État transfère 30% des ressources pour fin 2018. Fin 2000 Aux dernières nouvelles, l'État était à 19,7%, sinon certains disent 21%. Mais concrètement, c'est à 19,7% qui est réel. Il n'y a pas d'autre raison que des questions de trésorerie. Donc, je dirais que c'est des phénomènes d'environnement, des phénomènes naturels. La volonté, quand même, je pense que c'est d'aller au bout. Parce que l'accord pour les résultats des états généraux de la décentralisation étaient que d'ici l'horizon 2018, que l'État transfère 30% de ses ressources au collectif. D'accord, mais ce problème de trésorerie, ça a commencé quand? Dernièrement. Depuis 20 ans, quel est le bilan réellement?
Depuis 20 ans, c'est toujours le même phénomène. Pardon? Je dis que c'est toujours le même phénomène. Et toujours les mêmes phénomènes. Donc, il y a un autre problème différent du problème de trésorerie. Le problème de trésorerie, ça me fait que c'est compliqué d'année à année. Et notre objectif aujourd'hui, d'amener les collectivités à l'autosuffisance, c'est-à-dire de gérer leurs ressources propres, leurs ressources ménagères. Donc, les collectivités puissent collecter les impôts, les taxes minimales. D'accord, on va revenir à cela. D'ici là, Madame Sirandou Soumaré, est-ce que vous comprenez ce problème de trésorerie qui ne fait que se détériorer d'année en année selon Madame Zallé? Bon, d'après vous, mais comme vous me dites, ça fait 20 ans. Moi, je crois que c'est le problème de trésorerie, vraiment, le problème est réel. C'est réel. Mais quelque part, nous pouvons penser que est-ce que c'est pas au niveau des ministères sectoriels que ce problème-là se pose plutôt qu'au niveau de l'État. Parce que s'il y a transfert de compétences au niveau de quelque part c'est effectif et que ça n'est pas accompagné, alors qu'au niveau des ministères, il y a des budgets qui sont concernés par rapport à ces activités-là. Par exemple, la santé, l'éducation, l'assainissement. Au niveau de ces ministères, la tutelle. Donc, on voit qu'il y a des budgets qui sont alloués pour ça. Maintenant, moi, je crois que est-ce que ce n'est pas un problème vraiment de... Ça veut dire que je ne sais pas comment le dire. De mauvaise gouvernance, donc, pas, bon, ça peut être bon. Ça dit que... Je prends un exemple. Quand on dit qu'au niveau de votre commune, on doit construire 10 classes, vous trouverez que vraiment, ce n'est pas la mairie qui gère la construction des 10 classes. Vous trouverez que les ministères concernés, vraiment qui effectuent tous les travaux, et que ce soit les CAP, les académies sont là pour les assister. Alors que ces ressources-là doivent être transférées au niveau des caisses de la mairie pour la construction. Donc vous voyez qu'il y a un manque de volonté au niveau des ministères sectoriels. Peut-être que les cadres qui ont vraiment en main la situation ne veulent pas vraiment que ça soit transféré au niveau des mairies, parce qu'en ce moment, il y a au niveau de ces cadres-là, il y a un problème de compétence, de leadership par rapport à ça qui se pose. Sinon, il y a des problèmes de trésorerie, mais le tout n'est pas lié à ça. Il y a un manque de volonté. Si on dit l'État, c'est déjà les ministères sectoriels, c'est les cadres qui gèrent. Donc, ça peut venir de là-bas. Mais ce problème de trésorerie, est-ce qu'il n'est pas dû également à une corruption? Bon, on peut parler de corruption parce que ça c'est une question qui est vraiment mondiale. C'est une question mondiale. Mais pour nous, vraiment, que nous sommes à ce niveau-là, vraiment, je crois qu'il y a un manque de volonté au niveau de l'administration de ces secteurs-là par rapport à ceci. Parce que ça peut se faire petit à petit. Comme on est arrivé, je vous ai dit, que ce soit 18 ou 19%, si on dit 30 d'ici 2030. Donc vraiment, s'il y a une volonté, on peut les faire petit à petit, que ce soit la santé, l'éducation, l'assainissement, selon les moyens de l'État, selon les moyens existants de l'État. Et il y a des partenaires qui peuvent aussi venir aider les collectivités, mais ça ne rentre pas dans ce cadre-là. D'accord. Est-ce que vous pensez également qu'il y a un manque de volonté, M. Koulibaly, au niveau de cette chaîne? Madame a entièrement raison. Vous avez bien dit 20 ans. 20 ans, la question ne saurait se résumer à un problème de trésorerie. Et comme vous l'avez si bien dit, la question de trésorerie, c'est récent. Ce que madame a dit, c'est ça le problème. Et elle a dit la vérité. C'est un manque de volonté au niveau des cadres qui sont chargés de rendre effectifs ces transferts. C'est ça la vérité. Sinon, depuis 20 ans, s'il y avait même un transfert progressif des ressources correspondantes aux charges transférées, ça aurait trouvé qu'on a fait un grand pas. Mais moi j'ai remarqué, elle vient de dire il y a 10 salles de classe à construire. Bon, la commune constate que les 10 salles de classe sont là et on vient l'inviter à l'inauguration ou à la réception.
Mais ce n'est pas comme ça. C'est sa compétence. C'est à la limite une usurpation de compétences. C'est des compétences qui ont été transférées aux collectivités. Comment le ministère sectoriel peut se permettre de venir construire à la place de la collectivité et venir lui remettre les clés? Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Non. Ces ressources, c'est l'investissement qui correspond aux charges transférées aux collectivités. Les ressources de cet investissement doivent être au niveau de la commune et que la commune gère. Parce que si la commune ne gère pas, comment on peut comment dirais-je, accuser les collectivités d'être incapables alors qu'on ne leur a pas donné l'opportunité de gérer? Pour qu'on puisse te juger, il faut que tu sois mis à l'œuvre. Voilà. Moi, j'ai constaté que la plupart de ces cadres, leur langage, c'est quoi? Les collectivités sont incapables de gérer. Elles sont incapables de faire ceci, elles sont incapables de faire cela. Mais ils oublient que c'est à eux d'apprendre aux collectivités de gérer. Puisque c'est une volonté de l'État de transférer des compétences et des ressources, vous devrez suivre la logique de l'État, encadrer ces collectivités, les appuyer, les aider à maîtriser leur matière. Mais si vous refusez de transférer, soit disant qu'elles sont incapables, alors que c'est vous-même qui devez les rendre capables, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est un problème de manque de volonté, comme l'a dit Mme Soumaré. D'accord. Mme Zallé, ouais. Est-ce un problème de manque de volonté, comme le pensent nos deux autres invités? Par moi, je m'en prends à toutes les parties. D'une part, si l'État est fautif, les autorités communales aussi ont leur part dedans. L'État peut quand même... Madame Zallé? Madame Zallé. Madame Zallé, on vous entend très mal. Ah, ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Je dis, moi, c'est pas seulement la faute, mais aussi, quelque part, les autorités des collectivités. Ceci aussi ne fournissent aucun effort pour maîtriser les textes. Par exemple, concernant le transfert des compétences, il y a un guide d'orientation pour la gestion des chapitres. Si, je sais que on peut, si tu prends sur les 703 communes, il n'y a pas 10, 20 communes alors où il y a un acteur qui maîtrise le contenu de ce guide. Si vous voyez que, comme on le dit en Bambara, là, on lave leur visage de bas à haut, parce qu'eux aussi, ils ne fournissent pas d'efforts pour maîtriser. Nous, on fait les décrets. Les mesures d'accompagnement. Ça ne peut pas être pas à pas derrière. À nous tous de fournir les efforts. Oui, mais avant que ces collectivités ne maîtrisent ces textes, est-ce que c'est même déjà normal qu'elles soient trompées, comme vous le dites tout de suite? Est-ce que c'est normal que l'État s'engage à transférer des compétences, à transférer des ressources, et après, ce même État, comme vous le dites tout de suite, trompe ces mêmes personnes qui doivent partir, qui doivent recevoir ces compétences, parce que, selon vous, ces collectivités ne maîtrisent pas les textes? Moi, je sais, comme Mme a eu à le dire là, les transferts sont déjà effectifs. Les mesures d'accompagnement qui s'élèvent. La question des 10 classes-là, la commune n'était pas informée? Est-ce qu'elle doit être informée? Est-ce qu'elle ne doit pas s'engager? Est-ce que ce n'est pas cette commune qui doit mener ses activités? Bien entendu. Pourquoi ce n'est pas le cas? La commune devait se lever au corps des âmes. Parce que les textes sont déjà là. Pourquoi on assiste tous les jours là à des grèves infanticides aujourd'hui dans le pays? C'est parce que chacun, maintenant, c'est un chemin. Il faut que chacun se batte pour bénéficier de ses droits. C'est un pays comme ça aujourd'hui. Toutefois que les textes sont là, les mesures, les financements sont disponibles, les communes ne doivent pas se laisser faire. Ils doivent se lever.
Alors, est-ce que vous comprenez cela, que les collectivités doivent se battre pour bénéficier de leur avantage? Moi, vraiment, je dirais, c'est une question de compréhension. Moi, je dirais, si vous parlez de guide, que le tout se trouve dans le guide, et que les communes, il y a l'incompétence au niveau des communes, je dirais non. Il y a les secrétaires généraux qui sont au niveau de chaque commune. Les secrétaires généraux sont là-bas, qui maîtrisent bien les textes et les guides, et qui guident maintenant les maires, même les élus qui sont là-bas, les fonctionnaires qui sont là par rapport à ceci. Donc, ce n'est pas un problème de compétence. Des ressources humaines, non, pas de problème de guide. Même si les collectivités ne maîtrisent pas les guides, il y a un secrétaire général qui est là, il y a le personnel, il y a les fonctionnaires des collectivités qui sont là pour pouvoir les traduire en activité, en acte. Maintenant, le problème est quoi? Ça dit que les collectivités doivent s'élever, non? On a dit que les maires qui sont là-bas sont élus. C'est la population qui élise les maires là-bas, les élus là-bas, pour le développement de leur commune, de la communauté, la prise en charge, vraiment, le développement de la commune. Donc, en ce moment, s'il y a un transfert de compétences, c'est la commune qui est concernée. Le secrétaire général de la mairie qui est là pour ça. Il y a les financiers, il y a le personnel de la mairie qui soit là, qui ne soient pas des élus. Même si on veut dire quelque part qu'il y a des élus qui ne maîtrisent pas, mais le maire, là, il est guidé par son secrétaire général, les comptables et autres qui sont là-bas, les personnels. Donc, c'est pas ça. Le problème, ce que j'ai dit, le problème, il est réel. Ça dit que si vous demandez à quelqu'un de faire telle ou telle chose, si la personne n'a pas les moyens de les exécuter, ça dit que la chose ne sera pas faite. Ça, c'est clair. Donc, moi, je dis que c'est un problème de compétence, de leadership. D'accord. Mais au niveau des collectivités aussi, est-ce qu'il n'y a pas certaines des collectivités qui sont fautives? Parce qu'on voit souvent des fonds qui sont transférés à certaines collectivités, mais qui ne sont pas au bénéfice finalement de la population. Ça revient dans la poche du maire ou de ses... Bon, on ne peut pas dire dans ces affaires-là, comme vous-même vous avez parlé de corruption, vous avez dit que c'est mondial. Donc le tout n'est pas rose, mais on ne peut pas incriminer tout le monde. Ce n'est pas les 703 communes, ce n'est pas ça. Dans toutes choses, il peut y avoir des exceptions par rapport à ceci. Mais pourquoi l'État, en transférant les compétences, pourquoi ne pas les faire accompagner par des personnels vraiment qualifiés, des ressources humaines qualifiées par rapport à ceci pour le suivi au niveau des collectivités? Ça peut se faire. C'est des essais. C'est des essais. Ou bien voir là où il y a des problèmes, voir pourquoi ces problèmes-là sont arrivés, comment les remédier. Parce que si vous vous engagez dans une telle situation, il faudrait chercher, il y a toujours des hauts et des bas dans les situations. Il peut y avoir des problèmes, comme vous venez de dire, les maires qui peuvent les faire. Peut-être que ce n'est pas sciemment, ils vont les utiliser autrement, alors que ce n'est pas ça, ça peut arriver. Mais il faut être dedans aussi. Il faut que ça arrive pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Mais si les collectivités disent, envoyez-nous les ressources financières. Maintenant, si les ressources arrivent, il faut les suivre aussi. L'État a les moyens de les suivre. L'État a ses moyens pour les suivre. Voir petit à petit. D'accord. Monsieur Koulibaly, est-ce qu'au niveau des collectivités, ce problème de détournement de fonds également n'est pas une réalité aujourd'hui? Encore faudrait-il que les fonds soient là pour être détournés. C'est ça. Détournement de fonds, moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce que je pense plutôt, c'est que un moment, de 2000 à 2010 jusqu'à 2011, cet intervalle de temps, il y a eu un engouement pour le transfert des ressources. Moi, je suis convaincu qu'il y a eu une cassure quelque part dans l'évolution des transferts au niveau des collectivités. Il y a eu une cassure, il y a eu un peu de rétention. Peut-être c'est dû au changement de régime. Et même si nous voyons aujourd'hui l'appellation du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, c'est comme si on revenait un peu en arrière pour faire de la décentralisation. Alors qu'il y a 20 ans, vous l'avez dit, c'est déjà effectif. La question des 10 salles de classe, mais c'est un recul par rapport au transfert des ressources. Parce que
Moi, je me rappelle de 2007 à 2010, jusqu'à 2007, 2008, 2009, l'éducation transférait les ressources destinées à l'investissement dans le secteur de l'éducation. Mais c'est à partir de 2010, 2011, subitement, qu'ils se sont recroquevillés. Le transfert s'est subitement arrêté. Comment on peut appeler ça? C'est un recul. Voilà. Il y a une cassure dans le suivi des transferts de la part de l'État. Il y a eu un manque d'engouement à un certain moment. Et je dirais que les cadres en ont profité pour essayer de mettre le pied sur le transfert des ressources. Mais détournement, bon, de toutes les façons, il n'y a pas c'est-à-dire que l'œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Il y a toujours à améliorer ou à parfaire. Les détournements de fonds, c'est une question de comportement. C'est une question comportementale qui se trouve tant bien au niveau des collectivités qu'au niveau de l'État. C'est une question de personne. Hein? Et on ne peut pas greffer ça au principe de transfert des ressources aux collectivités territoriales. Non. J'étais à un atelier, quelqu'un a dit qu'ils ont fait le contrôle dans une commune, qu'ils ont trouvé que et le maire, et le secrétaire général, et les régisseurs devraient aller en prison. Moi, j'ai dit d'accord, mais combien de gestionnaires de l'État doivent aller en prison? On a vu des rapports qui parlent de milliards de manques à gagner, des milliards de manques à gagner. Ça, ce n'est pas au niveau des collectivités. Hein. Donc, il faut qu'on arrête de faire des préjugés. Ça ne sert à rien. La vérité est que l'État a décentralisé sur la base de la volonté du peuple malien. C'est le peuple malien qui a demandé la libre administration pour essayer de rapprocher l'administration des administrés et amener les populations à prendre leur destinée en main. On ne peut pas prendre des préjugés pour essayer de constituer un frein à cela, soit disant qu'il y a détournement au niveau des communes ou au niveau... Non. Ça, c'est, comment dirais-je, c'est le corollaire de la chose. S'il y a détournement, il y a des sanctions qui sont prévues. Les textes sont là pour régler ça. Les instruments de coercition sont là pour mettre les détourneurs de fonds sur la bonne voie. Je vous remercie. Voilà. D'accord. Madame Zalé Mamakone, alors aujourd'hui, si on doit faire le bilan réel, quelles sont les ressources même qui ont été transférées aux collectivités? Moi, je pense qu'autour de cette politique, on a toujours besoin de sensibiliser, d'informer. Parce que depuis 20 ans réellement, mais depuis 20 ans aussi, on ne sait pas comment s'y prendre. L'État trébuche et il a besoin d'être regretté. Les collectivités aussi. De nos jours, nous sommes à 21 décrets de transfert. Mais on se disait que les transferts réels, c'était les secteurs éducation, santé, hydraulique. Mais comme madame a eu à le dire aussi, là, elle n'est pas définie, elle n'est pas effective. Au niveau de l'hydraulique, les infrastructures sont faites et après elles sont encore soumises, transférées, maintenant mises à la disposition des collectivités. Ce qui n'est pas quand même la façon effective du transfert. Donc moi je me dis, on a toujours le devoir, comme nous sommes en train de le faire, à travers les débats, à travers les conférences, les forums, sensibiliser nos populations depuis la base, surtout impliquer les autorités traditionnelles, leur faire comprendre leurs droits et devoirs, alors ça peut encore aider les collectivités à mener à bien et à les inciter, les exhorter, alors de comprendre mieux ce principe de transfert. Sinon, il n'est pas du tout maîtrisé.
Je vous donne un exemple palpable. Je suis rentrée d'une mission, c'était une mission de supervision de pérennisation de certaines cantines scolaires que le CRS a créé dans le cercle de Kouloukani. Je vous avoue que dans le cahier de charge, les ressources devaient passer par les collectivités, la mairie et de la mairie au CGF, maintenant qui gère avec le reste de la population. Mais ces fonds-là ne passaient pas par la mairie. Le CGF amenait les aliments et le projet amenait les produits directement au CGF. Juste, il faisait une lettre d'information adressée aux mairies, mais les maires ne témoignent pas, rien du tout. Ils savent quand même qu'il y a du vivre qui est passé dans telle école de la part du projet et ça s'arrêtait là. Directement du projet au CGF. Et c'est juste à la fin du projet, maintenant, le projet qui est en vers sa fin en 2020, que les collectivités ont compris que la procédure n'était pas normale. Est-ce que je me fais comprendre, M. Touré? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est au niveau des collectivités. Par rapport au transfert de ressources et de compétences aujourd'hui, qu'est-ce que l'État aussi doit faire pour que ça soit plus effectif que ça ne l'est aujourd'hui? L'État doit quand même obtempérer ses engagements. Bon, mais pourquoi cela n'y est pas? Bon, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Sinon, il était dit que l'État transfère les 30%. Le transfert des ressources humaines est là, à travers la fonction publique des collectivités. Chaque année, il y a des recrutements. Donc, le transfert concomitant des ressources matérielles et financières qui doit obligatoirement suivre. Donc, si cela ne se fait pas tel qu'il est prévu, on doit poser la question à l'État. D'accord. Alors, Madame Sirandou Soumaré, aujourd'hui, ce manque qu'on constate au niveau du transfert de compétences et de ressources, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la population, le citoyen lambda? Bon, les citoyens lambda, c'est ce qu'il y aura toujours des problèmes au niveau des collectivités. C'est le problème environnemental concernant même l'assainissement. Si vous devez curer les fosses ou autre chose là, c'est-à-dire qu'avec le problème des maladies ou autres, des vaccinations ou autres, mais il peut y avoir des petits problèmes par rapport à ceci. Donc, les collectivités sont touchées par rapport à ceci, donc par faute de moyens. Alors que nous qui sommes des élus, nous venons avec nos programmes. On verra par exemple là où tu trouves, tu peux dire, bon, je vais assainir tel ou tel lieu, je vais faire tel ou tel lieu, on va faire ça au niveau de la mairie. Il y a un programme de développement communal PDSEC. Mais pour l'accompagner, il faut des moyens. Il faut des moyens. Donc vraiment, c'est une situation qui est là, mais quelque part aussi... concernant dans le domaine de la santé et de l'éducation, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui, pour même se soigner, sont obligés de quitter leur localité pour aller dans les centres urbains, par exemple. Bon, moi, je crois que ça, ce problème-là est réduit maintenant. Ce problème-là, c'est réduit parce qu'il y a beaucoup de centres de CESCOM, de centres de référence. Ça, c'est quand même, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. Les populations sont proches de ça. Ce n'est plus un problème. Mais le problème est quoi? On a un problème d'assainissement environnemental qui se pose maintenant. Vous voyez que si vous rentrez, que ça soit Bamako ou ailleurs, les lieux sont sales. Mais ce n'est pas dû aussi au transfert de compétences. Il faut que aussi, sur le plan civique et citoyenneté, que la population aussi soit formée par rapport à ceci. Soit formée par rapport à ceci, dire qu'on ne doit pas jeter les ordures par-ci, par-là, et qu'on doit assainir, chacun doit assainir devant sa porte, dans la rue. Donc nous travaillons un peu à ça. Nous organisons les femmes, les jeunes pour assainir les quartiers, les localités, les marchés, les centres de France. Mais je crois que si le transfert vraiment il est effectif, accompagné, ça ne pourra que vraiment assainir les lieux vraiment et rendre les communes plus vivantes encore. D'accord. Alors, M. Koulibaly, quelles sont les pistes de solutions aujourd'hui pour que ce transfert soit réellement effectif? Voilà, moi, je pense sincèrement que les pistes de solutions, c'est la sincérité c'est-à-dire de part et d'autre. Madame Zalé a dit quelque chose, ça c'est important. C'est-à-dire
la sensibilisation, l'information, formation des citoyens, des autorités traditionnelles par rapport à leurs droits et devoirs en matière de décentralisation au niveau des collectivités. Donc, pour leur faire savoir qu'ils ont aussi un pouvoir de contrôle sur les personnes qu'ils ont élues pour gérer leurs affaires. Donc, quand ils prendront conscience de leur devoir de contrôle citoyen et qu'ils l'effectuent, ça va amener les collectivités à chercher à comprendre et à se battre aussi pour récupérer ce qui leur vient de droit, ce qui leur revient de droit. Parce qu'ils sauront que les attentes sont nombreuses au niveau des citoyens et que les citoyens n'est pas du tout tendres pour réclamer ça. Ça, c'est un premier facteur. Alors, de l'autre côté, au niveau de l'État, il faut réellement que les cadres qui sont chargés de rendre effectifs et le transfert des compétences et le transfert des ressources s'approprient ce processus de décentralisation, qu'ils acceptent de suivre la logique de l'État, puisque la décentralisation, là, elle est devenue irréversible. Il faut qu'on y aille. Ça ne sert à rien de traîner les pas. Les cadres qui n'y sont pas, il faut qu'ils s'y mettent, qu'ils acceptent que l'État a signé des décrets de transfert de compétences et que ces transferts doivent être suivis des transferts de ressources. Parce que jusqu'à présent, le transfert n'a jamais été concomitant. Compétences et ressources correspondantes transférées, ça n'a jamais été fait. Chaque fois quand on transfère des compétences, vous trouverez des cadres qui vont dire, bon voilà, on va d'abord identifier les ressources à transférer. Les ressources sont identifiées. La loi sur le code des collectivités territoriales là, parle et des compétences transférées et des ressources à transférer. C'est bien identifié. Mais ils vont essayer de vouloir dire que bon, on va identifier, cette identification va prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et la moindre opportunité, ils reviennent en arrière pour refuser de transférer. Ça, c'est un manque de volonté réelle. Donc, il faut que cela cesse. Alors, quand les cadres s'approprient le processus de décentralisation, acceptent de suivre la logique de l'État de transfert des compétences et des ressources, et que de l'autre côté, au niveau des collectivités, il y a une prise de conscience citoyenne et qui pousse l'élu à récupérer ce qui lui revient de droit, je pense qu'on peut trouver une solution. D'accord. Madame Zalé Mamakone, quelles sont les mesures prises à votre niveau pour que le transfert de compétences soit vraiment amélioré, de compétences et de ressources? Oui, l'amélioration, ce n'est pas notre niveau. Nous, ce sont les prises de décision. Mais je viens, M. Koulibaly, la question d'appropriation quand même par les cadres. Ça, c'est une réalité. Et on se demande quelle solution pour sortir de cela. Mais une autre chose, je veux dire qu'il faut qu'on trouve les moyens pour que les collectivités soient vers la transparence. La transparence et la performance. Comme ça, l'information, elle est à tous les niveaux. Chacun, à son niveau, essaye aussi de la valoriser. Donc, nul à son niveau ne peut quand même piétiner l'autre. Sinon, vous avez eu à le dire quelles conséquences sur la population. Et les conséquences sont très énormes si les transferts ne sont pas réellement faits. S'il n'y a pas la concomitance, les collectivités communes les budgets sont axifiés. Il y a les cadres, il y a le personnel qui vient à travers les concours et les recrutements des contractuels, etc.
Et les mesures du patronat, ce qui explique aujourd'hui les grèves des collectivités, donc les budgets des mairies sont asphyxiés. Ça peut pas supporter tout ce lot-là. Voilà. Est-ce qu'il existe un cadre de concertation inclusif pour pouvoir mesurer et suivre ce processus de transfert? Je n'entends pas bien. Je dis, est-ce qu'au niveau national, il existe un cadre de concertation inclusif pour pouvoir suivre ce processus de transfert? Le cadre il existe, mais c'est sur le papier. Ah. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un suivi de collectivité en collectivité pour matérialiser? C'est là le problème. D'accord. Est-ce que ça existe? Bon, madame. Je crois que si, je remercie madame quand même. C'est-à-dire que si moi-même j'avais dit qu'il faut qu'il y ait un cadre d'échange entre les différents secteurs, rentrant dans le transfert de compétences. L'État, c'est les ministères sectoriels, les cadres, la DNCT, la direction des collectivités et les élus qui sont organisés selon les maires, les collectivités. Maintenant, si en 6 mois ou bien en 3 mois, on fait le transport de quelques compétences, on regarde comment est-ce que ça a été utilisé, est-ce que c'est utilisé à bien escient, est-ce que ça a un impact sur le développement de la commune. Maintenant, s'il y a des problèmes, au fur et à mesure, on pourra corriger les problèmes et situer les responsabilités. Maintenant, c'est des cadres qui n'existent pas, hein. Même ces cadres existent, mais ce n'est pas fonctionnel. Ce n'est pas des cadres fonctionnels vraiment qui existent entre eux. D'accord. Donc ça pose problème. D'accord. Alors, M. Coulibaly, aujourd'hui, est-ce qu'il faut un forum national sur la décentralisation pour parler de tous ces problèmes? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'un forum de plus. Je ne suis pas pour ça. Comme vous l'avez bien dit, dans ma logique, j'ai dit que j'ai senti une cassure, une perte d'élan dans l'allure vers l'effectivité de la décentralisation. Et le cadre de concertation existait, même si ça ne fonctionnait pas très bien. Il y avait un comité interministériel de transfert des ressources, un moment, dans les 10 dernières années. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça ne fonctionne plus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu une perte d'élan. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut redynamiser. Et en plus, les acteurs de la décentralisation, ils sont vivants. Ils sont là. Ça, c'est les personnes et ressources. D'accord. On a besoin de leur concours. Faire appel à ces personnes pour pouvoir trouver une solution. Merci à nos invités, Madame Zallé Mamakone de la Direction générale des collectivités territoriales, Amadou Coulibaly de l'Agence nationale pour l'investissement des collectivités territoriales, Sirandou Soumaré de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Je suis Mohamedou Touré à la mise en onde de cette émission. Salim Diouara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. C'est un débat en partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique financé par l'USAID. Merci à tous et à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.